Coucou! Coucou! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette! une chaîne dédiée à la présentation de services data. Je suis en compagnie aujourd'hui de Eric et de Fred. Ils sont Salut passés Romain. par Las Vegas. Ils ont participé au Microsoft Fabric Conference et vont nous faire un petit feedback de cet événement. Absolument, Romain. Alors, vous étiez tous les deux à Las Vegas pour la première Microsoft Fabric Community Conference. On connaît le dicton de ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, mais ce serait bien que vous partagiez un peu vos feedbacks sur l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux sessions? Combien il y avait de personnes? Est-ce que c'était plutôt des levels 100, des levels 300, les sessions? Qu'est-ce que vous avez pu faire autour? Qui c'est qui veut commencer? Eh ben, comme tu t'enregistres là? Ouais, j'enregistre. C'est pas grave, allez, continue. Je couperai. Comme tu l'as dit, Romain, bah, tout ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas, donc on a terminé. Non, je plaisante évidemment. Pour Microsoft, c'était une occasion et la première occasion de présenter au public hein, lors d'un événement notre nouvelle solution analytique Microsoft Fabric, qui a maintenant un peu plus de 6 mois en disponibilité générale pour tous nos clients. Alors, c'était important et l'événement était important puisque à plusieurs titres, déjà pour Microsoft, mais également par la présence en fait de clients. Il y avait un peu plus de 4200 clients qui étaient à Las Vegas, hein, donc pour une première. On avait beaucoup de gens qui avaient assisté au démarrage, notamment de Power BI il y a une dizaine d'années, et qui faisaient étrangement le parallèle avec le succès de Power BI. Et ce succès était notamment présenté en keynote hein, par le CDP donc Fabric sur l'adoption de Fabric par les clients. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 11 500 clients qui payent aujourd'hui Fabric pour faire des usages autour de la data. Et puis, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour, hein, puisqu'il y a de mémoire plus de 10 000 partenaires aujourd'hui qui travaillent sur Fabric. Et puis, quelque chose, peut-être que Fred pourra en dire un petit mot, mais c'est sur les certifications, hein, un succès incroyable. Tu veux peut-être en dire quelques mots, Fred? Ouais, c'est vrai. Merci Eric. Bah écoute, ouais, en effet, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ça a été une semaine assez spéciale. Beaucoup d'annonces, beaucoup d'échanges avec des partenaires, des clients et un énorme focus ouais, sur cette nouvelle certification, la DP600. On a eu des retours, les premiers retours en fait de Corp sur les premiers chiffres que l'on a, le nombre euh, pas le nombre de certifiés, mais le nombre de passages de cette certification qui était en bêta et qui, du coup, depuis a été annoncé en release. Et il nous a été dit que c'était le plus gros lancement de certification qu'ils avaient eu sur cette DP600. Donc, on voit vraiment un engouement, tout le monde nous en parlait. Non, c'était vraiment un bon moment et on a pu justement échanger avec énormément de partenaires qui étaient là pour capter de l'information et après évangéliser cette information chez les clients. C'était une super expérience. Ouais. Et du coup, plutôt des sessions interactives avec le produit groupe, plutôt des hands-on. Qu'est-ce que vous avez pu Alors, faire comme un... on avait un peu de tout en fait. C'était au choix. C'était une conf qui était centrée sur 3 jours en milieu de semaine. Les clients et les partenaires avaient le choix de faire des pré-workshops et des post-workshops. Donc vraiment mettre les mains dedans, tester, commencer à industrialiser les premiers POC et les premiers MVP. Et derrière, on avait tous ces moments de présentation en keynote ou en comité plus réduit sur des sujets un peu plus focus. Et ouais, c'était super intéressant parce qu'à la fin de chaque séance, il y avait 10-15 minutes d'interaction avec les programmes managers. Ça, c'était vraiment top. Et après, ils étaient disponibles en post-session pour aller les voir et poser des questions. Ouais, des super moments avec eux, quoi. Ouais, on peut dire que c'était très riche. Et puis, sur le contenu lui-même, on était à la fois sur du level 100 pour des clients qui connaissent pas trop ou très peu la plateforme data Microsoft, et des sessions qui pouvaient monter jusqu'à un level 300 sur certaines thématiques
Bon, quand on a une session qui vient expliquer le modèle de distribution de données basé sur Polaris, du data warehouse, là, effectivement, on était dans les maths, on était sur du haut niveau. Mais bon, c'était anecdotique. On avait plutôt des sessions un peu intermédiaires pour tous les clients et partenaires qui sont venus. Alors, il y a tellement de nouveautés qui arrivent sur Microsoft Fabric, je suppose que vous en avez appris aussi un paquet à Las Vegas. Ce serait bien ici qu'on fasse finalement un top 3 des nouveautés et que vous nous les présentiez, sachant que vous pouvez les suivre sur aka.ms/fabric roadmap. Du coup, Fred, c'est quoi ton top 3? Alors, mon top 3, moi j'ai choisi une première annonce exceptionnelle, et on va en parler ensemble, c'est les fameux répertoires dans les workspaces. Voilà. T'as osé, Fred. Écoute, je trouve que c'est une annonce majeure de cette Fabric conférence. Après, j'enchaîne avec les task flow, on va voir ce que c'est. Les fameuses data gateway pour aller chercher de la donnée on-premise dans les data centers des différents clients. Et enfin, quelque chose qui est très attendu par tous nos clients, c'est le One Data Access Role et comment on va sécuriser toutes les tables dans les Lakehouse. Super. Et toi alors, Eric, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Alors, j'ai pas sélectionné les folders, mais j'admire, et c'est très, très, très utile, j'avoue. Alors, pour compléter ce que vient de présenter Fred, ou d'annoncer Fred, puisqu'on va les présenter, c'est tout ce qui a été fait ou annoncé sur le moteur Spark en termes d'amélioration. La grosse feature quand même de Fabric, c'est ce qu'on appelle aussi les shortcuts. Et on va voir que le modèle est à la fois amélioré et étendu avec des nouveaux shortcuts. Et puis la top one, on a, depuis que Fabric est sorti, beaucoup de clients qui ont fait aussi le choix de Databricks. Et on va voir comment c'est complémentaire avec Fabric, puisqu'on annonce l'intégration du catalogue, de l'Unity catalogue de la solution Azure Databricks. Alors, ce qu'on va vous présenter, quand même, il faut le rappeler, c'est que il y a ce qui est accessible à tout le monde, ce qu'on appelle une public preview. Il y a des choses qui peuvent être matière à changement et ce qu'on appelle des private previews. Donc, certaines fonctionnalités qu'on va vous présenter ici sont en private preview. Et puis, il y a ce qu'on appelle des sneak peeks. Donc là, il n'y a aucun engagement de Microsoft. C'est juste une direction qu'on souhaite donner à la solution, au produit, qui sont souvent des choses qui sont demandées par nos clients. Et là, il y a peut-être une roadmap qui s'étalera entre 6 mois et 1 an avant qu'on voit apparaître, peut-être en private preview ou en public preview, cette fonctionnalité-là. Donc, bien se dire que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a du public et donc là, c'est pratiquement sûr, tout le monde va y avoir accès et ça passera effectivement en general availability assez rapidement. Et puis pour le reste, c'est matière à discussion, peut-être à changement et peut-être, si tout va bien, arriver en general availability un jour. Super. Voilà. Eh ben, regardons ça alors en démo. Eh ben, merci Eric. Écoute, je vais prendre la main. Je vais commencer les démonstrations et je vous propose de démarrer par la première démonstration. Certainement la meilleure des démonstrations. Hop, ici, je suis dans mon environnement Fabric. Je clique sur mon workspace. J'ai un workspace qui s'appelle Lakehouse FGI et regardez ce qui vient d'apparaître ici. Voilà, nouveau folder. Tac. Qu'est-ce que je vais faire? Magnifique. Et pour cette première démonstration, je suis sûr sur YouTube des folders dans Fabric. Je crée mon folder data chouette. Magnifique. Et donc, à partir du moment où vous avez créé vos répertoires, vous allez pouvoir venir organiser après vos différents items en les dispatchant sur les différents répertoires. Ça va vous permettre d'organiser un petit peu plus votre workspace en regroupant les items. Donc, c'est quelque chose qui était très demandé. C'était la top 1 des features. Donc, voilà, elle est enfin là en public preview. On peut citer le fait que tu peux avoir 10 niveaux de sous-dossiers.
Tout à fait. que certaines fonctionnalités comme l'intégration Git n'est aujourd'hui pas supportée et qu'il faut faire attention aux noms, aux caractères qu'on utilise dans ces dossiers. Tous ne seront pas supportés actuellement. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Romain. Euh, du coup, je vais enchaîner avec la deuxième démo. Je vous disais qu'il y avait autre chose qui avait été annoncé, c'était les data gateways pour aller chercher des données dans les data centers des clients pour vous connecter à différentes bases de données ou différents stockages que vous avez on-prem. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, préalablement, moi, j'ai été installé, vous voyez ici, ce qu'on appelle la on-premise data gateway. Donc, c'est quelque chose qui s'installe dans votre environnement client, en général dans une zone DMZ haute, parce que c'est elle qui va venir faire le lien entre la plateforme Fabric et vos sources de données d'entreprise. Donc là, vous voyez ici, je l'ai installée et elle est synchronisée avec mon environnement Fabric. Juste pour rappeler, il y a aujourd'hui 3 types de gateway que vous pouvez installer. Donc là, on vous remettra le lien ici à disposition. Les 3 types de gateway sont cette fameuse on-premise data gateway qui vous permet de faire lien avec les sources d'entreprise. Le personal mode qui va être quelque chose que vous installez sur votre poste de travail pour du 1 pour 1 sur une seule source de données. Et la dernière, la Virtual Network Data Gateway qui va permettre d'interconnecter justement un réseau virtuel dans Azure avec l'environnement Fabric et Power BI. Et qui est en JA depuis peu aussi. Hein. Tout à fait, Romain. Ouais, en JA depuis peu, donc ce qui est plutôt pas mal. Quand vous allez être dans votre environnement Fabric, vous allez pouvoir, dans votre portail d'administration ici, venir manager les différentes connexions et les différentes gateways. J'avais déjà ouvert cet onglet. Donc ici, je retrouve mon on-premise Data Gateway. Vous voyez, j'aurais pu retrouver aussi ma Virtual Network Data Gateway. Donc j'ai mon on-premise Data Gateway qui correspond bien ici à ma gateway FGI GTW, qui a un statut synchronisé avec mon environnement. Donc le but ici va être maintenant d'aller chercher un fichier que j'ai en local sur mon disque, une table de fait qui représente des ventes sur Internet, un fichier CSV. Alors, je ne sais plus combien il y a de lignes dans ce fichier CSV. Et mon but va être de charger ce fichier CSV, non pas dans le OneLake, ce serait peut-être un peu facile, mais on va aller un peu plus loin. On va aller matérialiser ce fichier CSV dans une table Delta sur mon Lakehouse. Donc, je reviens dans mon environnement Fabric. Oui, j'ai un super répertoire qui s'appelle On-Prem, dans lequel je suis venu créer un pipeline. Donc un pipeline au sens Fabric. Je vais ouvrir ce pipeline. J'ouvre mon pipeline. Ici, je pourrais aller glisser une activité de copie. Moi, je vais directement passer par l'assistant. Chacun va faire comme il veut. Sur l'assistant, je vais aller chercher mon fichier. Donc ici, je viens filtrer sur les fichiers. Donc vous voyez, j'ai pas mal d'options, des FTP, du Google Storage, de l'Amazon et autres. Et là, je vais aller chercher mon file system. Je vais continuer. Alors ici, moi, j'avais déjà créé ma connexion, mais ce qu'on peut faire, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Vous allez, en créant une nouvelle connexion, donner le chemin relatif de votre fichier. Donc là, ces 2.temp, il le retrouve. Donc imaginez que j'ai temp avec un S qui correspond au répertoire que j'ai sur mon disque dur. Ici, je vais aller créer ma nouvelle connexion. Et là, tout simplement, je vais aller lui chercher la data gateway qui est justement créée sur mon environnement. Je vais m'authentifier et de fait, je vais être connecté au travers de cette data gateway au file system qui est à l'intérieur de mon environnement, donc de mon poste de travail. Donc, je vais prendre ma connexion ici. Je vais faire un next. Donc là, je retrouve les différents fichiers et répertoires qu'il y a dans mon répertoire temporaire. Ici, je veux bien mon log, mon fichier Internet, mon fichier CSV et un fichier MSI. Donc, c'est ce que je retrouve ici. Je vais prendre mon fichier CSV. Il va me détecter le schéma pas le schéma, mais les colonnes et le délimiteur de mon fichier CSV. Donc là, je retrouve mon fichier CSV avec les différentes colonnes, ma première colonne en tête. Donc voilà. Et donc là, je vais essayer de repérer quand même une colonne, voilà, Sales Territory Key.
Et vous allez voir pourquoi. Donc celle-là, il y a des chiffres à l'intérieur. OK, ça c'est territory key. Donc je continue. Next, là je vais aller pointer dans mon workspace sur le Lycos dans lequel j'ai envie de charger ce fichier CSV. Donc je vais aller chercher mon Lycos. Là, dans mon workspace, j'ai un Lycos qui s'appelle FGI LakeDB. Donc je vais le prendre comme destination. J'aurais pu créer un nouveau Lycos, mais non, je continue avec mon Lycos existant. Ici, je vais lui dire, j'ai pas envie de charger des fichiers dans mon OneLake. Je vais directement aller les charger dans une table Delta. Je vais aller créer une nouvelle table. Hop, et je vais l'appeler Data Chouette. Fact Internet Sales Data Chouette. Vous voyez, ça me liste l'entièreté de mes colonnes. Je pourrais enlever certaines colonnes, ne charger qu'une partie de mon fichier. Et ce qui est pas mal ici, c'est que je peux activer le partitionnement. Et si j'active le partitionnement, je vais aller chercher une colonne pour partitionner ma donnée. Et je vais lui dire, dans ce cas-là, tu vas me partitionner par Sales Territory Key. Donc, ça va aller me créer un ensemble de répertoires. J'aurais pu, si j'avais une dimension, une colonne temps, par exemple, lui partitionner par année, par mois et autres. Et je peux lui partitionner aussi par plusieurs colonnes. Donc, c'est ça qui est plutôt pas mal. J'aurais pu dire, déjà, tu me partitionnes par Territory Key et derrière par le temps. Ou le contraire, le temps, puis Territory Key. Donc là, je continue. Donc là, je vais lui dire, voilà, de mon file system via mon Lycos, en passant par ma data gateway, je vais aller charger mes données. Donc je sauvegarde. Et là, en sauvegardant, je lui ai demandé de démarrer automatiquement mon pipeline. Donc mon pipeline s'est mis en démarrage. Je vais rafraîchir. Alors, je crois que cette gateway aujourd'hui permet aussi bien à Dataflow qu'au Data Pipeline d'accéder aux données on-premise. Exactement, Romain. Et c'est là où c'est vraiment sympathique. Ils l'ont mis dans les data flows, ils l'ont mis sur les pipelines. Et c'est quelque chose qui va s'étendre à beaucoup de choses dans Fabric. Donc là, j'ai mon pipeline qui a tourné. Vous voyez, donc c'était un petit pipeline. Donc ça a été me lire quand même 12 mégas et vous voyez que ça a été m'écrire que 1 méga. Donc il y a un système de compression qui s'est mis en place. Enfin, on voit qu'il s'est passé quand même quelque chose. Donc j'ai été lire 60 000 lignes et j'ai été écrire 60 000 lignes. Et vous voyez, pareil, j'ai été lire un fichier CSV et ça a été m'écrire 10 fichiers CSV. Donc d'un côté, j'ai eu plus de données lues que de données écrites et j'ai eu un seul fichier lu et 10 fichiers écrits. Donc on va voir un petit peu ce qui a été matérialisé derrière. Donc je vais revenir sur mon workspace ici. Je vais aller chercher mon Lycos. Mon Lycos qui s'appelle FJ LakeDB. Je vais ouvrir ce Lycos. Donc je descends et je retrouve le fameux Fact Internet Sales Data Chouette. Donc je vais cliquer dessus. Ça va me donner un aperçu des données qui ont été chargées depuis mon fichier CSV directement dans mon Lycos. Donc là, je récupère l'entièreté de mes données qui correspondent à mon fichier CSV. Mais si on regarde un petit peu plus loin, je vais essayer de voir les fichiers sous-jacents justement de cette table. Donc là, on voit que c'est une table Delta. Delta étant le format, Parquet Delta étant le format de stockage standard de Fabric. Donc là, je vais aller voir mes différents fichiers. On voit bien que cela m'a appliqué le partitionnement que j'avais été lui spécifié dans ma copie de données. Et si je rentre sur chacun des répertoires, on voit ici que ça a été matérialisé, mon fichier parquet qui fait 11 kg. Donc la somme de ces fichiers est bien inférieure au fichier CSV que j'avais en amont, grâce au fichier parquet, au stockage colonne, à l'application de l'algorithme de VORDER. J'ai une table qui est toute petite, très performante et qui va pouvoir justement être exposée après à nos futurs modèles pour MI ou Endpoint SQL. Alors maintenant que tes données sont insérées dans ton lakehouse, est-ce que tu as moyen d'ajouter de la sécurité fine d'accès à ces données-là? Ah oui, tout à fait. C'est une super question, Romain, et c'est une des grosses annonces que l'on a eues lors de cette conférence, et que maintenant que j'ai matérialisé ma table, vous voyez, il y a quelque chose qui est apparu ici, qui s'appelle le OneLake Data Access. Et à partir de ce menu, je vais pouvoir aller créer des rôles et attribuer des droits
sur ces rôles et de fait, après, aller ajouter des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs qui vont avoir accès ou non à cet objet. Ben, imaginons là, par exemple, cette table, je viens de sélectionner ma table et je fais un nouveau rôle et donc je vais l'appeler Viewer Internet Sales. Voilà, donc c'est un nouveau rôle que je vais créer. À partir du moment où j'ai créé ce rôle, si je reviens, tac, j'ai mon rôle qui est ici, et ben en fait, je vais aller lui assigner des utilisateurs. Et au-delà d'assigner des utilisateurs, je vais lui donner des permissions. Et je vais dire, par exemple, tout simplement, ben, en lecture, je vais autoriser, donc j'ai certains utilisateurs, mais par exemple, Romain, tu m'as posé des questions. Hop, je vais aller chercher et tout simplement en faisant un add et un save, tu vas avoir accès à ma table et aux différents répertoires qui sont sous-jacents de la table. J'aurais pu aussi, quand je définis un rôle, spécifier juste ce répertoire qui est sous-jacent de la table. Je peux lui dire toute la table, certains répertoires ou l'entièreté des données. Donc vous voyez, ce One Lake Data Access, c'est les prémices de quelque chose qui va être beaucoup plus grand. Et on va pouvoir aller spécifier finement qui a accès à quoi dans un Lycos et en faire hériter tous les moteurs analytiques au-dessus de ces différentes Parce tables que de tous les fichiers. autres workloads qui viendront consommer, finalement, on l'a défini qu'une fois, la sécurité. Là, on va pas la définir partout. On l'a défini une fois. Exactement. Et c'est ça la promesse de ce One Lake Data Access. Donc voilà, Romain. Tu vois, ça c'était le début de mes top features. Il m'en reste quand même une là, dans ma poche, mais avant de la dévoiler, Eric, j'aimerais voir un petit peu les tiennes. Tout à fait, Frédéric. Je suspecte que tu as encore une grosse nouveauté à nous présenter. OK. Eh bien, allons-y sur les miennes. Alors, défi relevé, Fred, merci déjà pour ces nouvelles features. Je vais présenter les miennes. Donc, en top 3, j'ai tout ce qui a été fait autour du data engineering et notamment du moteur Spark, où on annonce un certain nombre de nouveautés et certaines en sneak peek qui m'ont paru très intéressantes, comme ce qu'on appelle le Spark Job Auto-Tuning, donc qui permet d'améliorer significativement les performances en fait des jobs Spark. Donc ça, c'est une feature qui va venir probablement dans les 6 prochains mois. Donc pas besoin en fait d'analyser ou d'être sur à regarder deep dive en fait les consos ou les logs en fait de notre JobSpark. Automatiquement le moteur va s'adapter pour pouvoir réduire et optimiser en fait les charges de travail du moteur Spark. Et l'autre nouveauté qui reste toujours dans mon top 3, je ne vais pas griller toutes mes cartouches tout de suite, c'est toujours ces améliorations autour de Spark. Et une qui, malheureusement, on ne peut pas la présenter puisque c'est une sneak peek en démo, mais très intéressante, qui est... alors, il faut se rappeler que depuis le début, Fabric, c'est la simplicité. On veut une data platform simple. Et si on regarde un petit peu ce qu'on fait avec Spark, notamment l'écriture de code dans des notebooks, alors on peut utiliser Copilot, des choses comme ça pour pouvoir nous aider, mais de temps en temps, on peut être confronté à des situations où on a des bugs. Et pour pouvoir débugger, de temps en temps, il nous faut des outils un peu plus adaptés qu'un notebook. Et c'est là qu'intervient la simplicité dans Fabric. On annonce en fait une intégration avec VS Code, mais en mode web, donc une fonction en preview. Et donc, je vais me retrouver avec tout mon environnement de travail dans cette fenêtre web. Et je vais pouvoir y mettre un point d'arrêt et regarder ce qui se passe, pouvoir corriger mon code. Donc, en direct dans mon interface web, je corrige le code. Ça marche. Et une fois que j'ai fini, je ferme mon VS Code et toutes les modifications, toute la résolution du bug se retrouve dans Fabric. Je retrouve les modifications directement dans mon notebook. Ça, c'est magique et top canon. Alors, mon top 2.
Donc, une des plus belles annonces en fait de Fabric depuis le début, c'est ce qu'on appelle les shortcuts, donc qui permettent effectivement d'avoir un accès sans forcément la déplacer depuis différentes sources de stockage, et notamment ADLS Gen 2 pour le monde Azure, ça peut être des buckets S3. Et donc, on a étendu ces shortcuts à d'autres sources, donc, et notamment tous les buckets S3 qui sont compatibles avec Amazon Web Service. Et ces buckets S3, notamment, on les retrouve chez un certain nombre de cloud providers. Et si on doit en citer un en France, on peut citer notamment OVH, qui utilise ce type de format. On a des fonctions étendues donc, qui permettent de faire du caching sur tout ce qui est shortcut, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déjà accédé une fois à la donnée, donc elle est en cache quelque part dans Fabric, et on va pouvoir donc directement taper dans ce cache plutôt que d'aller relire la donnée sous sa forme d'origine. Et puis d'autres fonctionnalités qui viennent encore en public preview. Et puis on a annoncé des shortcuts, et notamment des shortcuts qui vont venir en stick pick. Et on a parlé de on-premise dans les démos de Fred tout à l'heure. Donc des shortcuts sur des données qui sont sur des containers de stockage, des file systems on-premise. Et puis, quelque chose que je vais vous présenter, alors qui ce coup-ci est en public preview, qui sont donc les shortcuts sur le Google Cloud Storage. Alors, petite démo des shortcuts avec Google. Donc, je me retrouve ici dans mon interface familière Fabric, et donc dans mon Explorer de OneLake. Et je peux effectivement déclarer des nouveaux shortcuts. Et ici, on voit un certain nombre de shortcuts qu'on avait jusqu'à présent, notamment tout ce qui était des shortcuts qui pointaient sur le OneLake à l'intérieur de Fabric, du Data Lake Gen Storage, du Data Lake Storage Gen 2 pour Azure, du Bucket S3, puis je vous ai parlé effectivement d'Amazon en mode compatible. Bon, je n'oublie pas évidemment Dataverse. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est donc le shortcut pour Google. Alors évidemment, pour pouvoir faire une connexion sur Google, il faut un compte Google. Et pour pouvoir activer cette connexion, donc j'ai bien un compte sur le Google Cloud. J'ai construit ou déclaré un bucket dans lequel j'ai des dossiers, comme à l'intérieur de Fabric, n'est-ce pas, Fred? Donc, j'ai deux dossiers. Par contre, il va falloir que je gère tout ce qui est autorisation. Donc, à l'intérieur, effectivement, de mon bucket, j'ai des options qui me permettent de gérer tout ce qui est l'accès. Et notamment, on verra qu'il y a une adresse et puis donc une clé qui va me permettre de pouvoir me connecter via un shortcut dans Fabric. Et donc, c'est cette clé que je vais utiliser quand je vais instruire mon shortcut. Donc, j'ai bien effectivement une connexion qui existe, mais je vais juste vous montrer comment ça se passe pour une nouvelle connexion. Et donc ici, alors oui, là, ça va être le cache, mais bon, c'est pas grave, on voit le principe. Donc ici, il a gardé effectivement mon ancienne connexion. Je pourrais effectivement faire une nouvelle connexion. Et donc c'est alors ici, il faut que je rentre l'URL. Et je n'ai pas besoin de data gateway, et j'ai juste besoin de préciser cette clé HMAC qui me permet de me connecter. Donc, on ne va pas le faire puisque j'ai déjà donc une connexion valable. Juste regarder effectivement que dans mon bucket, j'ai bien deux dossiers. J'en ai un ici dans lequel j'ai deux fichiers.
un qui concerne des ventes et un qui concerne des stocks. Et c'est ce que je vais vouloir récupérer dans mon OneLake. Donc, ce que je vais faire ce coup-ci, c'est déclarer ce shortcut. Je vais utiliser ma connexion qui existe déjà. Je vais faire Next. Un petit temps. Donc, il retrouve bien l'ensemble des dossiers qui sont dans mon bucket. Et là, je vais sélectionner celui qui contient les deux fichiers. Pourquoi il n'y a pas de refresh? C'est toujours l'effet démo. Voilà. Donc, j'ai bien mes deux fichiers et je vais pouvoir donc rapporter ces deux fichiers dans mon Lakehouse. Et là, on rebascule donc dans la Vision Explorer et j'ai bien mes deux fichiers. Et à partir Alors, de c'est là, pas je tant les retrouve. rapporter, mais c'est les rendre accessibles, du coup. Et absolument, je les rends directement accessibles. Tu as raison de me corriger, Romain, puisque c'est du shortcut. Perdu dans ma démo, j'ai bafouillé. Mais oui, donc ils sont accessibles. Donc je ne les ai Les pas données déplacés. restent chez Google, pour autant tu les requêtes là dans... Absolument. Et si je fais une mise à jour effectivement de ces fichiers sur Google, effectivement, on verra une version rafraîchie depuis mon OneLake. Voilà, Romain. Alors, je vais faire comme Fred, en fait, puisqu'il avait gardé une dernière cartouche. Moi aussi, je suis en garder une pour la fin. Eh bien, écoute, merci Eric. Eh ben, je reprends l'opportunité. Moi, là, ça y est, je vais partir sur la grosse annonce, enfin, une des grosses annonces majeures à mettre en avant ce retour de Vegas. Eh bien, écoute, c'est les task flow. Les fameux task flow. Qu'est-ce que c'est un task flow? Donc, on va voir ça sur cette petite démonstration. Imaginez, vous avez un workspace. Vous êtes en train de créer votre workspace dans Fabric. Workspace, c'est le contenant de tous les artefacts que vous allez pouvoir créer à l'intérieur. Et là, on arrive sur une nouvelle interface. Et cette nouvelle interface, là où avant on avait le lineage ou la liste de nos artefacts, on va avoir la possibilité de sélectionner un task flow, c'est-à-dire un template de projet qui va être après déployé sur notre workspace. Alors c'est une vision logique du projet, c'est pas un artefact projet comme on peut le connaître. Là par exemple, on a choisi donc l'architecture Lambda, donc une architecture avec des données chaudes et des données froides. Ça a été créé une sorte de diagramme avec différentes boîtes qui ont une fonction, par exemple ici les fonctions de nettoyage, de stockage, de data storage. Et en cliquant sur chacune de ces boîtes, je vais pouvoir aller créer des items à l'intérieur de cette boîte. Je vais pouvoir aller aussi customiser ces templates d'architecture qui vont être de façon logique positionnés au-dessus de mon workspace. Par exemple, là, voilà, j'ai rajouté une boîte de tracking sur laquelle je vais venir créer un artefact de type Reflex, donc de Data Activator, pour suivre ce qui se passe sur ma donnée. Donc, ça vous permet dans l'entreprise d'avoir un certain nombre de workspaces sur lesquels vous allez venir appliquer des templates d'architecture pour essayer un peu de standardiser les projets. Donc là, par exemple, j'ai ouvert un workspace sur lequel on a une architecture médaillon, architecture assez connue, avec un Lakehouse sur des zones bronze, silver, gold. Et vous voyez que sur chacun de ces buckets, ça va aller me lister l'entièreté des artefacts qui sont contenus à l'intérieur de ces buckets, aussi bien en termes d'ingestion, de stockage, de visualisation. Vous allez pouvoir, comme ça, complètement organiser, en plus des répertoires, mon cher Eric, les différents artefacts au sein de cette représentation graphique au-dessus de votre workspace. Par exemple, ici, au sein d'une boîte, je vais pouvoir aller choisir un item qui est présent dans mon workspace et l'associer à cette brique directement sur mon task flow. Donc les task flows, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nouveau, qui va vous permettre d'organiser les différents workspaces selon des templates d'architecture, templates de projets que vous voulez déployer dans l'entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment mon top 1 sur les annonces de Vegas. Écoute, Eric, je suis très curieux de connaître ton top 1. Merci Fred. Effectivement, ça aurait pu être aussi mon top 1, mais j'en ai choisi une autre et tu vas voir la surprise.
Alors, merci Fred. Bah oui, j'ai encore une carte dans ma manche, puisque c'est ma feature numéro un. Et c'est ce qu'on fait avec Databricks. Donc, Databricks qui est notre solution first party hein, pour tout ce qui est analytics aujourd'hui. Et nos clients ont massivement adopté cette solution et ont développé beaucoup d'assets dans Databricks. Et pour s'organiser, ont adopté ce qu'on appelle le Unity Catalog, hein, qu'on voit ici à l'écran. Et comment faire hein, à partir du moment où j'opte pour Fabric en complément pour des scénarios, par exemple, de real-time analytics, hein, agrémenté de data visualisation. Bien, ici, on voit qu'on peut naviguer depuis l'interface Databricks dans des répertoires. On va avoir un certain nombre de fichiers. Eh bien, on annonce donc une nouvelle fonctionnalité, donc, qui est la capacité de pouvoir s'intégrer à un catalogue. Et de la même manière que on travaille avec des shortcuts, donc on va directement pointer sur le catalogue de Databricks. Et bien, à partir du moment où on a l'adresse du catalogue, on peut aller importer. Pas exactement, on n'importe pas, je me corrige. Donc, on peut faire des shortcuts sur les données qui sont hébergées dans Databricks. Et donc, je peux faire des requêtes comme à l'image à l'écran ici. Évidemment, si je fais des modifications des tables dans Databricks, où ici, par exemple, je vais faire, alors ici, c'est juste donc une query, mais je vais, par exemple, insérer des nouvelles données. Et bien, à partir du moment où j'ai inséré ces nouvelles données, sur le même principe qu'un shortcut, depuis mon environnement donc Fabric, je vais pouvoir voir tous les nouveaux inserts que je viens de faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en sneak peek et on espère avoir cette fonctionnalité assez rapidement dans Fabric pour tous nos clients qui aujourd'hui utilisent Databricks. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas J'avoue mal. que c'est assez fort. C'est assez fort. Alors moi aussi, j'ai fait l'exercice de sélectionner mes top 3. Alors puisque j'aime bien parler du CI/CD, c'est l'intégration de nouvelles fonctionnalités autour de la capacité de synchroniser un workspace Fabric avec un Git repository. Donc on va voir que différents supports de nouveaux artefacts comme les pipelines, les entrepôts de données, donc les lakehouse, les notebooks sont désormais pris en charge. Ce qui est plutôt intéressant. Donc, ce qu'on voit ici dans l'interface, on va aussi pouvoir créer de nouvelles branches directement depuis le service et synchroniser cette nouvelle branche dans un nouveau workspace qui va nous permettre de travailler en autonomie et puis de pouvoir après synchroniser, de merger dans nos différents repositories Git. Donc ici, on voit la synchronisation. Fonctionnalité qui est intéressante au-dessus des pipelines de déploiement. Maintenant, on va supporter aussi de nouveaux objets, les notebooks, les warehouses, et même en preview, les folders. Chose qu'on n'avait pas au-dessus des Git repositories. Donc, les folders, on les retrouve dans les déploiements pipeline. Ils sont actuellement supportés en preview. Donc, voilà, les déploiements pipeline aussi actualisés. Et bientôt, on va en sneak peek, cette information, c'est pas encore disponible, mais on va pouvoir déployer, aussi synchroniser un GitHub plus qu'un Azure DevOps. Une autre annonce dans mon top 3, donc le top 2, le support en preview du mirroring. Alors, on a évoqué les shortcuts qui laissent les données là où elles sont. On a vu avec Fred l'import de données, même on-prem. Les bases de données en miroir, on va synchroniser automatiquement les données. Elles vont arriver petit à petit en mode incrémentiel dans nos warehouses. Donc, on va pouvoir créer des bases en miroir à partir de données provenant de Cosmos DB, de SQL Database ou encore de Snowflake. Donc, on va voir que c'est plutôt pertinent. Pas besoin de créer la pipeline ou encore de flux ETL. On va en plus obtenir 1 teraoctet de données de stockage par unité de capacité. Donc, imaginez que vous avez un F64, vous obtenez donc 64 teraoctets gratuits de stockage
pour vos données répliquées provenant de ce mirroring, ce qui est plutôt intéressant. On ne pourrait pas faire cette session sans évoquer les copilotes, les copilotes qui se retrouvent un peu partout aujourd'hui et même dans Microsoft Fabric pour les différents workloads. Donc, on a des nouveautés par rapport aux copilotes dans Power BI Desktop, c'est nouveau, ce qui va nous permettre d'assister à la création de requêtes DAX, comme on peut le voir ici, ou encore de mesures, de la définition de description, faciliter la compréhension d'un modèle et de participer à la création de la partie rapport, de la partie résumé, donc ce qui est plutôt intéressant. Pour les lecteurs, on va avoir aussi la capacité en langage naturel de poser des questions au modèle, et même depuis vos téléphones aujourd'hui, avec le langage naturel, on peut interagir intuitivement avec les données. Donc c'est plutôt intéressant. Et on va voir qu'au fur et à mesure, on va avoir des nouveaux copilotes pour les différents workloads. Donc on a déjà en preview au-dessus des notebooks et des warehouses. Un super tour d'horizon de cet événement. J'aurais définitivement bien aimé y être, mais on se donne rendez-vous l'année prochaine, puisque je crois qu'il est reconduit. Exactement, Romain, exactement. On se donne rendez-vous l'année prochaine. On sera en 2025 et en plus, on a des ambitions. On attend x3 sur le nombre de présents. On se retrouve tous là-bas en 2025. Ah oui, on prend le pari, 12 000. Mais alors, attention, c'est pas parce que on doit attendre un an pour aller à Las Vegas qu'il va pas se passer. Il va se passer encore énormément de choses d'ici là. Et je vous invite à être à l'écoute. Et notamment, on a un événement au mois de mai qui s'appelle la conférence Build, plutôt orienté développeur. Mais mon petit doigt me dit qu'il y aura pas mal de choses autour de Fabric qui seront annoncées. Donc, restez à l'écoute. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Merci tout le monde. Ciao. Salut. Merci. C'était vraiment chouette.